Bonjour, chers élèves. Je suis M. Allah, professeur d'SVT. Alors, compte tenu de la situation, nous allons vous donner le cours à distance, donc par cette vidéo. Le cours porte sur l'infection due au VIH. Je sais qu'il y a certains qui ont fini, mais il y a d'autres classes qui n'ont pas fini. Donc, comme nous sommes à distance, il est mieux, on a décidé de reprendre le cours sur le VIH. Comme ça, on sera tous au même niveau. Et à partir de la semaine prochaine, on va commencer le cours de pédologie. Comme ça, vous aurez le premier cours sur la pédologie. Ceci étant, le titre « Comment l'infection au VIH se manifeste-t-elle dans l'organisme ?» C'est ce que nous allons expliquer. Alors, on a trois hypothèses. La première hypothèse, l'infection au VIH se manifeste par des symptômes. La deuxième hypothèse, l'infection au VIH se fait selon un mécanisme. Et la troisième hypothèse, c'est comment quelles sont les voies d'accès du VIH à l'organisme. Donc, grand 1, la première hypothèse est l'infection au VIH se manifeste-t-elle par des symptômes. Ici, il est question de connaître les symptômes, donc les différents signes, comment la maladie se manifeste. Alors, ce qui est important ici, alors pour cela, en petit 1, nous avons observation de l'image d'une personne malade du sida. Alors, vous ne voyez pas l'image au tableau, mais vous avez déjà ces images sur vous. Je vais quand même montrer ici. Voilà, ça va s'afficher. Allez voir l'image de la dame qui est malade du sida. Voilà, elle se trouve là. Très bien. Alors, quand vous voyez, le corps de la dame est tacheté. Il y a des points noirs qui couvrent tout son corps, même jusqu'aux pieds, la tête, un peu partout. Et c'est la manifestation d'une autre maladie qu'on appelle cancer de la peau, encore appelé sarcome de Kaposi. Et quand vous voyez au niveau de ses aisselles, il y a des ampoules qui sont là, même au niveau de son cou. Il y a également une ampoule qui est là. Donc, ce sont des ampoules qu'on appelle des ganglions. Voilà. Donc, ce sont quelques signes. La dame a attrapé également sa tête, elle doit avoir mal à la tête et comme ça, le corps aussi chauffe. C'est là quelques signes de la maladie. En plus de cela, il y a également d'autres signes, c'est-à-dire une perte de poids, le malade maigri. À côté de cela, nous avons comme les cheveux qui s'arrachent. À côté de cela, nous avons aussi d'autres symptômes comme la transpiration nocturne, la toux persistante, une diarrhée chronique persistante. Quand la personne fait la diarrhée de plus de 2 semaines, ça devient inquiétant. Et lorsque vous voyez l'ensemble de ces symptômes-là réunis en une seule personne, en ce moment-là, on peut supposer que la personne est malade du sida. Je dis bien supposer parce que tant qu'on n'a pas encore fait le test de dépistage, on ne peut pas confirmer à 100% qu'on est effectivement malade du sida. Voilà. Alors, donc, ce qui est important à retenir ici, dans cette première hypothèse, c'est tout simplement les symptômes. Les symptômes, il y en a, donc amaigrissement, une transpiration nocturne, la toux persistante, une diarrhée chronique, voilà. Et donc, il y en a plein. Il faut connaître ces symptômes-là, ces signes-là, il faut les connaître par cœur. Très bien. À côté de cela, nous avons aussi, le grand 2, l'infection au VIH se fait-elle par un mécanisme. Qu'est-ce qu'on appelle mécanisme? C'est le processus. Une fois que le virus arrive dans l'organisme, comment le virus va s'y prendre pour affaiblir l'organisme? Voilà, pour que ces signes-là apparaissent. Comment le virus commence.
À cela, il y a des étapes à connaître. Il y a des étapes à connaître. Il faut les connaître par cœur. C'est très important à ne pas oublier. D'abord, il y a pénétration du virus dans l'organisme. Et une fois que le virus arrive dans l'organisme, le virus va s'attaquer à un type de globule blanc qu'on appelle LT4. Voilà. On connaît le rôle des globules blancs. On a fait le cours sur le sang. On a les éléments du sang. C'est que les globules blancs, il y en a plusieurs. Nous avons les lymphocytes, les monocytes, les polynucléaires. Alors, donc, le virus attaque aux lymphocytes, mais tout précisément au lymphocyte T4. Et il va pénétrer le lymphocyte, le LT4. Une fois qu'il pénètre le LT4, il va lui donner son propre programme, c'est-à-dire il va lui inclure son matériel génétique. Désormais, après ce stade-là, désormais, le LT4 ne va plus remplir ses propres missions. Parce que la mission du LT4 en tant que globule blanc, c'est de protéger l'organisme. Donc, il ne va plus remplir ses propres missions de protection, mais va désormais travailler au profit du virus. Et donc, va élaborer plusieurs petits virus. Et ces virus-là vont se multiplier donc à l'intérieur du LT4. Une fois qu'ils se multiplient, le LT4 finit par mourir par épuisement. Et ces virus-là vont sortir donc du LT4 pour aller s'attaquer à d'autres lymphocytes T4C. Et le même processus se reprend. Donc, de LT4 à LT4, le virus se multiplie et à un moment donné, il n'y a plus de LT4 qui existe. Donc, l'organisme n'est plus protégé. L'organisme est totalement affaibli et donc exposé à toutes sortes de maladies qu'on appelle désormais maladies opportunistes. Désormais, même si vous avez juste du paludisme, on ne pouvait pas guérir facilement mal de tête. Voilà, parce que les globules blancs qui assurent la défense de l'organisme sont détruits par le virus. Donc, voici comment les maladies opportunistes s'installent dans l'organisme. Donc, si en termes de mécanisme, si on se résume, il y a d'abord pénétration du virus dans l'organisme. Alors, et maintenant, après la pénétration, le virus va infecter le LT4, va lui inclure son propre matériel génétique et va détourner l'activité du virus à son profit. Et il y aura maintenant multiplication des virus et à la fin, il y a destruction du LT4. Il faut connaître ces 6 éléments-là par cœur, c'est très important. À côté de cela, nous passons maintenant à l'hypothèse 3. L'hypothèse 3, nous allons développer les voies, les modes d'accès à l'organisme. Comment le virus en lui-même arrive à accéder à l'organisme. Donc, avant de continuer, il faut que vous maîtrisiez certaines définitions, d'où la définition du VIH. Qu'est-ce que c'est? On a dit que c'est le virus, mais VIH signifie virus de l'immunodéficience humaine. Virus de l'immunodéficience humaine. Et SIDA signifie syndrome de l'immunodéficience acquise. Ou alors syndrome de l'immunodéficitaire acquis. Voilà. Ce qu'on ne veut pas entendre, c'est déficitaire acquise ou déficience acquis. Non. Mais si tu dis syndrome de l'immunodéficitaire, il faut terminer par acquis. Si c'est déficient, termine par acquise. Donc, il faut connaître la définition. Autre définition, qui est le séropositif? Le séropositif, c'est celui-là qui porte en lui le virus, mais qui ne fait pas la maladie. C'est-à-dire, il est bien portant, comme vous le voyez, tous les symptômes que nous avons eu à citer, on ne voit pas ces symptômes-là sur l'individu en question. Mais il est quand même malade parce qu'il porte le virus en lui. Et il peut transmettre cette maladie à une autre personne saine. Donc, c'est celui-là qui est appelé séropositif ou encore porteur sain. Voilà. Peut transmettre la maladie, mais ne fait pas la maladie. On ne voit pas des signes, des symptômes chez l'individu en question. Voilà. Ceci étant, alors, il y a également autre chose. Comment on fait le test de dépistage? C'est un peu comme quand une femme suspectée d'être enceinte, on lui demande d'envoyer son urine. On ne cherche pas un bébé dans l'urine, mais on fait un dosage des hormones qui s'y trouvent. Et comme on connaît le taux normal, si le taux de progestérone, estrogène, tout ça c'est élevé, en ce moment on peut conclure que la dame elle est enceinte. C'est la même chose qu'on fait. Donc c'est des déductions. Lorsque l'on envoie le sang et qu'on fait le test, on ne cherche pas le VIH dans le sang, mais on cherche une substance qu'on appelle anticorps.
hein, un anticorps anti-VIH. L'anticorps anti-VIH va être élaboré naturellement par l'organisme lorsque le VIH se trouve dans le sang de l'individu en question. Voilà. Donc, on ne trouve pas le VIH, mais on trouve l'anticorps anti-VIH. Anti veut dire contre. Donc, anticorps, c'est contre un corps qui est étranger. Et comme le VIH est un corps qui est étranger à l'organisme, ça n'existe pas, naturellement, on n'est pas avec. Lorsqu'il arrive l'étranger au corps, donc les anticorps anti-VIH vont combattre le VIH. Donc, du coup, dans les tests qu'on fait, on cherche plutôt à détecter la présence des anticorps anti-VIH. Et une fois que les anticorps anti-VIH existent, et alors on en déduit que le VIH également existe. Parce qu'il ne peut pas avoir d'anticorps anti-VIH si le VIH lui-même n'est pas là. Très bien. Donc, si on est d'accord sur ces notions, on va avancer sur le grand 3. Le grand 3, c'est de connaître les voies, hein, les voies de contamination. Alors, pour cela, nous avons un test. Le test, vous l'avez déjà sur vous, on a envoyé. Donc, quand vous lisez ce test, vous allez voir qu'il y a plusieurs voies. On va vous dire qu'on peut contracter la maladie lorsqu'il y a des rapports sexuels non protégés et que l'un des partenaires est déjà malade. Il peut avoir la maladie lorsque on utilise des objets souillés qui ne sont pas stérilisés, c'est-à-dire qui ne sont pas désinfectés. On peut également avoir la maladie lorsque une maman qui est déjà infectée va allaiter son bébé. Alors par le lait maternel, elle peut transmettre la maladie à son enfant. Pendant même l'accouchement, elle peut transmettre la maladie à son enfant. Et même pendant la grossesse, okay, quand elle est enceinte, il y a des échanges placentaires qui se font au sein de la maman. Donc l'enfant encore peut avoir la maladie, il peut avoir une contamination de ce côté. Donc nous avons, si on peut regrouper, nous avons les contaminations qui se font par voie sexuelle, donc en entretenant des rapports sexuels non protégés. Nous avons également des contaminations qui se font par voie sanguine, c'est-à-dire qu'en utilisant des objets souillés, des objets intimes. Un individu a déjà utilisé une lame ou alors, en tout cas, un couteau, toutes sortes. Alors, si ce n'est pas désinfecté, on appelle ça désormais objet souillé, parce qu'on ne sait pas si l'individu est malade du sida. Et si, puisqu'il y a déjà un dépôt de sang sur l'objet en question, si toi tu utilises, tout de suite il y aura transfert. Les rapports sexuels également, lorsque ce n'est pas protégé, en faisant l'amour, les va-et-vient, il y a des micro-blessures, donc des micro-ouvertures qui vont se créer au niveau du vagin et au niveau du gland, c'est-à-dire le bout du pénis. Et s'il y a micro-blessure, c'est qu'il y a micro-ouverture. S'il y a micro-ouverture, il y a micro-saignement. Donc le sang là, qui vont, donc il y aura échange, tout de suite il y a quoi? Contamination. Donc il y a plusieurs voies de contamination, mais on peut les regrouper en trois principales voies qui sont la voie sanguine, la voie sexuelle et la voie mère-enfant. On appelle ça encore materno-fœtal. Voilà. En dernière position, qu'est-ce qu'il faut dire? Si la maladie est aussi contagieuse que ça, alors qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de thérapie, donc une fois qu'on est malade du sida, il est difficile, j'ai envie de dire même impossible d'en guérir. La seule façon d'éviter, c'est par le moyen de prévention. Voilà, par le moyen de prévention. Donc, qu'est-ce qu'on doit entendre par là? La prévention que nous allons vous donner sera en fonction de la voie de contamination. Si ce n'est pas voie sexuelle, la prévention c'est quoi? C'est d'observer l'abstinence, c'est-à-dire ne pas avoir de rapport sexuel. Ou alors s'il y a un rapport sexuel, d'utiliser les préservatifs. Ou alors d'être fidèle. Mais la fidélité doit être précédée du test de dépistage. Parce que tu dois être fidèle à un seul homme ou à une seule dame. Et puis maintenant, tu vas te rendre compte que ce seul individu-là est déjà contaminé. En ce moment, tu as été fidèle, mais ça ne t'a pas aidé. Donc, il faut faire volontairement le test de dépistage. Ça, c'est ce qu'on peut conseiller pour éviter la maladie par voie sexuelle. Mais comment l'éviter par voie sanguine? Avant de faire toute transfusion sanguine, il va falloir que le matériel qui est utilisé soit stérilisé, soit désinfecté. Voilà. Et on conseille plutôt d'avoir du matériel à usage unique. Si c'est des seringues, on a utilisé, quand on finit, on jette la seringue et on utilise une nouvelle seringue pour une nouvelle personne. On ne peut pas utiliser la même seringue d'un individu à un autre. Tout ça, ça peut entraîner la contamination. Il faut éviter d'utiliser les objets en commun, donc les objets à usage unique. Toujours
par voie sanguine, tu as besoin de sang, tu es anémié, on doit te faire une transfusion sanguine, il faut d'abord prendre des dispositions. C'est-à-dire faire quoi? Faire des tests sur le sang à transfuser. Voilà, voici pourquoi les gens donnent tout le temps leur sang dans les CHU, dans les hôpitaux, mais il y a toujours manque de sang. Ce n'est pas parce que tu as donné ton sang qu'il est forcément disponible là-bas, parce qu'on fait des tests dessus et si ce n'est pas bon, on l'élimine. Voilà, on détruit ça et on ne garde que ce qui est bon. Alors, comment éviter également la maladie par la voie mère-enfant, materno-fœtale? La dame doit éviter de tomber enceinte. Maintenant, si c'est le cas, elle veut avoir des enfants. En ce moment, on procède par une assistance médicale. C'est-à-dire, tu peux te faire suivre. De nos jours, la technologie a tellement évolué que quand tu vas te faire assister médicalement, ils vont te dire ce que tu as à faire, de sorte que tu ne contamines pas ton enfant qui est au sein de toi, que tu aimes tant. On peut également éviter la maladie par la sensibilisation, en sensibilisant toute la population sur ce qui est, en tout cas, les conséquences de la maladie, en faisant des sketchs, c'est-à-dire des mises en scène, en faisant des conférences, c'est-à-dire que vous invitez quelqu'un qui s'y connaît et qui donc va vous parler du sida et de ses conséquences. Voilà. Ou bien en utilisant des dépliants, des banderoles où on écrit dessus, faire la publicité, des panneaux publicitaires, etc. Donc là, cela, il y a 3 éléments. Ce sont des messages de sensibilisation. Là, c'est l'information qui parle, soit oralement, ou bien à la télé, ou bien à la radio. Il y a des moyens de sensibilisation. Les moyens de sensibilisation sont les objets qu'on utilise. Ça peut être mégaphone, une télévision, un poste radio, etc. Donc, ce sont les moyens. Maintenant, les techniques, ça c'est comment on fait pour que le message puisse passer. Donc, on peut utiliser la publicité, par exemple, pour faire passer un message. Ou bien on peut utiliser tout simplement les spots, là, les refrains. Souvent, quand vous regardez la télévision, il y a des messages qui passent en bas, qui défilent. Voilà, ça aussi c'est une technique. Donc, à ne pas confondre message de sensibilisation, moyen de sensibilisation et la technique de sensibilisation. Voilà. Ceci étant, nous avons un exercice que tout le monde doit traiter. Il y a d'autres qui ont déjà fait. Vous aussi, vous envoyez. On va aviser. Et donc, il s'agit d'expliquer tout simplement comment les maladies opportunistes s'installent dans l'organisme. Comment les maladies opportunistes liées au sida, bien sûr, s'installent dans l'organisme. Donc, traitez cet exercice, chacun réfléchit et vous m'envoyez ça et nous allons vous répondre. Merci.